Bienvenue à tous et bienvenue Anouchka à notre salon virtuel. Écoute, on fait avec les moyens du bord. On aurait bien sûr aimé te recevoir au salon ici avec un verre et un peu plus. Mais bon, on est très content de t'avoir. Alors, je voudrais, avant de rentrer dans notre sujet de ce soir avec le livre d'Anouchka, dire un petit mot à propos d'une collègue qui est là ce soir de Montpellier, qui s'appelle Luminis Satri Tigirlas, qui a eu la gentillesse de proposer un texte qui est dans les passeurs de livres sur le dernier livre de Pommier. Alors, elle est à la fois poète et psychanalyste à Montpellier, et je dois dire que son texte est magnifique. Le livre de Pommier est magnifique, mais ce nous en a dit est magnifique aussi. Je vous le conseille vraiment et j'ai eu beaucoup de plaisir à communiquer avec elle. Et voilà, et je suis très, très heureuse de la voir ce soir. Et elle est parmi les gens avec qui j'ai parlé un petit peu, quelqu'un qui connaissait déjà Anouchka, Nelly Arcan. Et elle me disait qu'elle avait été très touchée de l'histoire de Nelly Arcan. Voilà, je pense qu'elle en parlera tout à l'heure. Et je suis très heureuse aussi d'avoir des amis de Tours, de Limoges et d'autres lieux comme ça éloignés qui font que vous ne pouvez pas toujours être là au salon. Voilà. Alors, vous aurez le titre du livre que nous recevrons en avril dans les jours qui viennent sur le site et bien sûr dans le mailing que vous recevrez. Alors, je voulais dire quelques mots à propos du livre d'Anouchka qui m'avait été annoncé par elle-même et par Monique Zerbib il y a déjà plusieurs mois. Donc, ça a été un grand plaisir, Anouchka, de la voir et surtout de le lire. Et vraiment, je n'ai pas été déçue. Je m'attendais à quelque chose d'assez fort. Et là, on a été gâtés avec toi, avec ce livre dont on disait tous un petit peu que c'était un livre qui tranchait un peu dans nos lectures habituelles de psychanalyse plus classique, je dirais. Et que là, on a découvert, déjà, tu nous as fait découvrir, pour tous ceux qui ne la connaissaient pas, Nelly Arcan, mais aussi par ton écriture, bien sûr, avec à la fois la littérature et la psychanalyse. Alors, je voulais dire aussi que il m'est resté d'une façon assez poétique la rencontre que vous avez eue, Anouchka et Monique Zerbib. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Monique. Vous vous êtes rencontrés dans un lieu assez improbable, dans les jardins de Sainte-Anne, où vous étiez toutes les deux perdues une nuit, si j'ai bien compris, à la recherche d'un lieu de conférence où il y avait quelqu'un qui devait parler d'une icazurne, sur laquelle tu as déjà, toi, écrit un premier livre. Hein. Et je trouvais assez poétique votre rencontre et il se trouve que c'est comme ça que Monique m'a proposé de te rencontrer, d'autant que notre projet initial était à la fois de te recevoir pour ton livre, mais aussi à Jean-Jacques, j'aimerais beaucoup plus voir Anouchka que moi-même. Là, je me vois moi-même et c'est pas ce que je préfère. Si tu peux remettre, voilà, je préfère tout à fait parler à Anouchka. Oui, je parlais du projet initial qu'on avait eu. C'était à la fois, bien sûr, de te rencontrer autour de ton livre, mais aussi de faire une exposition, puisque tu es aussi peintre et tu m'as d'ailleurs signalé que le dessin qui est là sur le livre est une de tes œuvres. Voilà, donc ce n'est que partie remise. Alors, avant de passer la parole à Thierry, qui lui va introduire le débat avec Anouchka, je voulais dire une chose à Anouchka. Tu dis à la fin de ton livre, l'enfer de la mélancolie a ses illuminations, ses insights et ses éblouissements. Me plonger dans son œuvre a été pour moi une leçon de psychanalyse et une leçon d'écriture. Alors, je voulais te dire comme ça, simplement que pour moi, ton livre a été quelque chose de très important avec beaucoup de résonance autour de la clinique. Je voulais le préciser parce que, bien sûr,
avec Anouchka, on va être aussi dans la littérature et dans beaucoup de choses qu'elle amène, beaucoup de savoir aussi. Mais pour moi, il y a eu ces résonances avec ces noyaux mélancoliques. J'ai plusieurs patientes et vraiment, vraiment, je me suis dit, au fond, ton livre interroge les psychanalystes que nous sommes. Et ça, c'est très important. Et ça m'a beaucoup, ça m'a questionné, ça continue à me questionner. Et je pense qu'on aura à en parler plus amplement tout à l'heure après que Thierry t'aura déjà amené un certain nombre de ses réflexions autour de ton livre. Voilà, je passe la parole alors maintenant à Thierry. Oui, alors à nouveau, bonsoir et bienvenue. Euh, Ce soir, nous sommes à la fois réunis et plus ou moins solitaires puisque le couvre-feu nous a disséminé chacun de nous chez soi, mais réunis puisque nous avons le plaisir de vous rencontrer, Anouchka Dana, et nous allons vous écouter au sujet de votre livre sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcan. Excusez ma voix un peu enrouée, j'ai légèrement mal à la gorge. Parler de Nelly Arcan n'est pas facile. Parler d'une personne mélancolique, dépressive et qui s'est suicidée n'est pas une tâche facile. Vous avez réussi à lui consacrer un livre attentif et intense. Vous tenez ensemble la critique sociale, la psychanalyse et la littérature. Qui est Nelly Arcan? D'où vient-elle? D'une petite ville du Canada. Comment se souvient-elle de son enfance? Ce que nous savons d'elle, nous le savons par ses livres. De sa mère, elle nous dit que son principal désir était de dormir. Elle passait une grande partie de ses journées à dormir. Sa mère est passive, elle voit même en elle une larve, c'est le mot qu'elle n'hésite pas à employer à son sujet. Quant à son père, il est obsédé par la religion, par le grand être, l'être suprême, il est obsédé par Dieu et par la fin du monde. À plusieurs reprises, elle parle de lui comme d'un bigot sinistre. Cependant, elle dit aussi que probablement elle a été aimée de lui, ce qu'elle n'a pas ressenti venant de sa mère. Dans cette famille, elle n'arrive pas à parler. Longtemps, elle aura du mal à parler, par exemple plus tard en psychanalyse. Elle avait aussi du mal à se montrer, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Au sein de cette famille, de la petite ville où elle a passé son enfance, elle se sentait à la fois souffrante et douée. Elle a montré d'ailleurs par la suite qu'en fait, elle était douée pour les études et douée pour la littérature. Dans un livre qui a pour titre Folle, elle proteste, elle dit qu'elle est normale, elle veut être normale, mais pas normale médiocre, elle veut être normale douée. Elle a montré en effet qu'elle était douée pour les études et douée pour la littérature. Avec l'espoir de mettre fin à la déréliction qu'elle a ressentie pendant sa jeunesse, elle s'est rendue à Montréal et y a fait des études de lettres. À Montréal, les pipes chauds n'étaient pas loin de l'université. Elle écrit qu'elle a trouvé court le chemin entre l'éducation et la prostitution. Elle répond en effet à l'annonce cherchant des travailleuses et travailleuses du sexe. Elle devient escort girl dans un quartier chic de Montréal. Puisque dans une société qui reste patriarcale, les femmes sont dominées, sont manipulées, elle sera putain. La voix perverse de la société patriarcale lui dit « Tu seras manipulée, tu seras putain ». Elle décide, ou se sent contrainte, d'accepter un temps cette condamnation. Elle devient schtroumpfette. C'est ainsi qu'elle appelle la prostituée, la femme active qu'elle oppose à la larve. Schtroumpfette, c'est ainsi qu'elle appelle la jeune prostituée. Elle se prostitue et elle écrit. Elle rédige un mémoire pour l'université, un travail sur le cas et le livre du président Schreiber. Surtout à 25 ans, elle écrit un livre publié quand elle est avant 26. Il a du succès, ce livre, au titre provocateur, Putain. La prostitution est à la fois soumission et révolte. Son premier livre est à la fois critique de la société patriarcale et récit de prostitution. Son père était obsédé par l'être suprême. Elle soulage la série des petits autres, des petits schtroumpfs qui sont ses clients et qui défilent. Son sujet et sa manière d'écrire ne passent pas inaperçus. Elle recourt souvent aux longues phrases et parfois à quelques refrains, comme d'autres auteurs l'ont fait avant elle, par exemple Gertrude Stein et Thomas Bernhardt, mais elle le fait à un rythme qui lui est personnel.
Kelly du talent, c'est indubitable, à condition de ne pas entendre par talent la capacité de produire un livre plaisant et gentil. Putain est un livre fort, troublant, plein d'énergie, et même d'une certaine obstination, avec des formules efficaces. Son second livre, qui a Folle pour titre, raconte une rupture. Le troisième, À ciel ouvert, raconte la rivalité entre deux femmes cherchant à recevoir l'amour du même homme. D'un livre à l'autre, aucun apaisement. Ces livres sont des livres de souffrance et de nihilisme. Nietzsche voyait deux nihilismes. Un nihilisme consistant à déblayer, à détruire ce qui empêche de vivre. Un nihilisme joyeux. Et un nihilisme s'enfonçant dans la tristesse et le ressentiment. Le nihilisme de Nelly Arcan est tragique. Nous pourrions évoquer sa vie de façon lapidaire, en seulement quelques mots, ce qui serait injuste, en évoquant des rencontres. D'abord, la rencontre en elle de la mélancolie et du talent. Ensuite, une série de rencontres malheureuses avec des hommes qui se font valoir en la dénigrant. Parmi les mauvaises rencontres, il faut compter les entretiens au cours desquels elle a été malmenée. Être interrogée et filmée n'est pas un rôle qui lui convient. Dans ce rôle, qui est un peu celui d'une actrice, elle est faible. Elle semble détendue, elle répond avec calme, mais elle vit mal cette situation. Elle n'est pas exhibitionniste, ou du moins elle n'est pas sûre d'avoir envie de beaucoup se montrer, ce qui la ramène à la prostitution et à la littérature. La prostitution est discrète ou même clandestine. En tout cas, on ne la voit qu'à moitié. On peut voir dans la rue la prostituée et son client, mais ensuite il se retire. Il n'exhibe pas ce qu'ils font ensemble. Se montrer à moitié, c'est ce qu'elle pouvait faire avec l'écriture. La solution pour elle aurait été de se montrer tout en se protégeant. C'était pour elle difficile à réussir. Elle a mal vécu les entretiens qu'elle avait accordés. Qu'est-ce qu'un acteur? Un visage et une voix, et elle n'aimait pas parler, elle n'aimait pas son image. Elle avait choisi de se faire écrivain, pas actrice ou performeuse ou pratiquant un art visuel. Un exemple d'art plastique, elle le trouvait chez son analyste. Celui-ci est aussi sculpteur. Elle, c'est la littérature, à laquelle d'ailleurs il l'encourageait. Elle considérait la littérature comme une activité dangereuse et pourtant l'a choisie. Plusieurs écrivains se sont suicidés. Ils considéraient l'écriture comme une activité qui pouvait être mortelle. Dans votre texte sur elle, il est aussi question de Georges Bataille, de Marguerite Duras, de Niki de Saint-Phal. Nelly Arcan a détourné le mot schtroumpfette. Niki de Saint-Phal a détourné le mot nana. Ces statues de femmes, elles les appellent nana. Une autre artiste pourrait être mentionnée, Orlan. Nelly Arcan n'a jamais eu le projet de se montrer comme Orlan se montre. Orlan est cette artiste qui, elle aussi, a été traitée de putain parce qu'il s'est montré nu quand elle présentait ses performances et parce que ses œuvres sont des photos ou comportent des photos qui la montrent nue. Elle vend sa nudité par œuvres interposées. Elle le fait sans honte, sans l'auto-accusation qui afflige les mélancoliques. Orlan et Nelly Arcan ont l'une et l'autre recouru à la chirurgie esthétique. Il y a quelque chose de tragique dans cette comparaison entre elles. Avec son art, Orlan a trouvé une solution. Arcan n'en a pas trouvé. Tous les artistes ne trouvent pas une solution. Bataille, Duras, Nelly Arcan ont en commun d'avoir parlé de la nudité, de la souffrance, de la mort. Mais Bataille, par exemple, dans Le Bleu du ciel, qui est probablement l'un de ses textes les plus autobiographiques, réussit une sorte de retournement. Et quand il ne réussit pas à retourner une situation à son avantage, il réussit au moins à l'endurer. Plus il est malade, plus il a la nausée, plus il vomit, plus il a honte, parce qu'il se sent lâche, et plus il s'accroche à une sorte de néant joyeux, proche du nihilisme joyeux auquel Nietzsche aspirait. Marguerite Duras aussi a connu des douleurs, des crises, des effondrements, mais elle a elle aussi tenu le coup. Pourquoi Nelly Arcan n'a-t-elle pas tenu le coup? Les épreuves des uns sont différentes des épreuves des autres. Bataille et Duras passaient par des angoisses et non par la mélancolie. La mélancolie est-elle plus destructrice que l'angoisse? Je termine par cette question et en vous remerciant. De nombreux lecteurs découvriront Nelly Arcan grâce à vous.
Parlez-nous d'elle et de quelques autres sujets abordés par votre livre. Il y a beaucoup de points qui sont abordés pour être sur la question de la mélancolie et l'angoisse, si c'est sur quoi je peux rebondir. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, j'ai souvent eu comme point pas vraiment, pas réellement en comparaison et pas le mot juste, mais comme point d'appui, enfin, comme souvent, pour moi, Duras est aussi un phare dans mon travail, dans le fait qu'elle a été au plus loin, justement, de la nécessité de dire, d'aborder la folie du féminin. Je trouve que de cet impossible-là, c'est Duras qui s'en est approché le mieux. Effectivement, elle est passée aussi par l'alcoolisme et par, bien sûr, il y avait aussi de la mélancolie chez Duras. Après, chez Nelly Arcan, je pense que c'est effectivement sur cette question, on est plus quand elle écrit du côté de la mort. Après, je ne suis pas sûre que Duras aurait dit ça, en fait. Ça, c'est vraiment le propre de cette écriture mélancolique, c'est la position, en fait. C'est déjà je pense que c'est ça pour moi, sa position qui était la plus marquante, en fait. Cocteau aussi, d'autres, enfin, des écrivains mélancoliques sont pléthores. Hein. La mélancolie et l'écriture sont souvent conjointes. Après, évidemment, c'est la façon dont ça se noue qui est très particulière pour chacun. Je cite aussi Flaubert qui disait dans ce rapport à l'écriture, oui, quand le gueuloir de Flaubert, quand il reste des jours et des nuits sans manger, sans dormir pour cette phrase, enfin, qui est une traversée à chaque fois d'une espèce d'enfer corporel, en fait. Donc, il y a toujours cet enjeu mortifère, je pense, dans toute écriture. Après, chacun le dit à sa façon, mais je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus radical, en fait, chez Nelly Arcan. Et puis, c'était un projet qu'elle avait depuis le départ. C'était inscrit quelque part, puisqu'elle savait elle le disait depuis le début qu'elle allait se suicider. Donc là-dedans, il était performatif aussi, le suicide. On l'attendait quelque part. Enfin, il était écrit, il était dit, il était là, en suspens. Enfin, après, ça, c'est une question que je me suis posée aussi justement, sur est-ce que finalement, c'est pas aussi le fait de mourir qui donne aussi naissance à son œuvre, en fait. C'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'on a commencé de la reconnaître, en tout cas en tant qu'écrivain, finalement, après sa mort. Une fois qu'elle était morte, là, on a peut-être entendu ce qu'elle avait à dire, on l'a pris au sérieux, alors que de son vivant, on est passé à côté. Donc, je ne dis pas que c'est enfin, c'est à la fois écrire du côté de la mort, c'est une position, c'est aussi une stratégie scripturale, enfin, si on peut appeler ce terme-là, d'une façon d'écrire. Mais c'est aussi une position dans le réel, quoi. C'est vraiment, je vous le dis, j'écris depuis la mort et je vais vers la mort. Donc, il y a plusieurs niveaux, en fait. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Vous avez d'autres questions sur les Schtroumpfs et les Schtroumpfettes? Moi, ça, c'est un point dans son travail qui m'a marqué, c'est que la Schtroumpfette, effectivement, c'est cet être amatride, ridicule et bleu et tout petit, qui est un être finalement, c'est l'avatar de la princesse de conte de fées, version trash postmoderne, un peu la Schtroumpfette. Mais ce qui, moi, m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas l'équivalent chez les hommes, en fait. Il n'y avait pas de Schtroumpf. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'à la limite, dans ce comique tragique-grotesque, si au moins il y avait eu des Schtroumpfs, il y aurait peut-être eu quelque chose de possible, en fait, entre le Schtroumpf et la Schtroumpfette. Or, on voit bien qu'il n'y a pas de coïncidence. Il y a d'un côté les Schtroumpfettes, et de l'autre côté, il y a les hommes. C'est autre chose. Et là, il y a quelque chose qui est... Et les hommes sont toujours dans une position, finalement, de toute puissance. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à élaborer, à penser, quoi, en fait. Bien qu'elle décrive, dans Folle, elle décrit des relations, elle décrit des... Mais il y a quelque chose qui lui échappe, elle n'arrive pas à les incarner, à les rendre humains, tout simplement humains, trop humains. Enfin, voilà. Et ça, je pense que c'était un de ses points d'achoppement dans sa vie, qui a certainement précipité son rapport à l'amour tragique.
voilà, pour reprendre, puisque vous avez parlé du terme de Schtroumpfette, quoi d'autre? Si vous voulez que je développe certains points, dites-moi. Sur, Peut-être la question de son rapport à la psychanalyse. son rapport à la psychanalyse. Ça, c'est vous qui me posez la question. C'est Jean-Jacques. Oui, c'est moi. Ah d'accord, nous changeons d'interlocuteur. D'accord. Le rapport à la psychanalyse chez Nelly Arcan, ça c'est une vraie question. Bon, ça je sais qu'elle a longtemps hésité entre la voie de la psychanalyse et la voie de l'écriture, d'où son mémoire sur son étude sur le président Schreiber, en fait, qui était une façon à la fois, puisque c'était dans un master de littérature, ce qui est assez étrange pour nous d'étudier, Lacan, c'est un mémoire qui est très lacanien, hein, c'est vraiment une analyse lacanienne des mémoires d'un névropathe, et c'est à l'université, dans un master de littérature. Donc, je pense que là-dedans, elle a essayé, en tout cas, de concilier peut-être ces deux aspirations dans ce texte. Son lien à la psychanalyse, je pense qu'elle était, ça je le raconte à un moment donné dans une anecdote que j'ai trouvée très, très forte, c'est quand elle est internée, elle commande elle se fait livrer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, les 20 séminaires de Lacan dans sa chambre, et elle passe ses journées enfermée à lire Lacan, et elle va très bien. Et au bout d'une semaine, le personnel hospitalier lui dit, nous ne pouvons rien pour vous, retournez chez vous. Elle n'avait pas de... Voilà, donc là-dedans, voilà, c'est ce que je dis, là je fais le jeu de mots, elle est folle de Lacan. Bon, est-ce que... Voilà, c'est pas un motif d'internement, donc on la fout dehors et elle... Voilà, bon, dans ces grandes dépressions, bien sûr, ça c'est... Mais je pense que, il me semble en tout cas qu'elle avait compris quelque chose du discours de la psychanalyse, ça c'est une évidence, et que ça a nourri aussi son écriture. Toute sa façon de penser, d'élaborer, est nourrie de ça, il me semble. Même si elle ne le dit pas de façon explicite, quoique elle prophétise beaucoup de choses, en fait, dans ce malaise de la postmodernité, dans cette course effrénée à la jouissance, en fait, qui les dévaste tous ces personnages, et elle-même, en fait, dans cette addiction. C'est vraiment, tous ces personnages ne parlent que de ça, que d'un rapport... le père est accro à Dieu, c'est la mère accro à son lit, elle est accro à sa putasserie, l'amant en folle, il est accro à la cyberpornographie, il y a quelque chose comme ça... oui, il n'échappe pas. C'est une espèce de spirale sans issue infernale que ces êtres traversent, en fait, et qu'elles nous livrent. Alors, jusqu'à leur chute, finalement, où ils meurent tous de cette incapacité de tenir, en fait. À chaque fois, ça coule. Et même elle, son écriture coule. C'est quelque chose qui... Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de bord. C'est une longue... c'est pas une mélopée, c'est un chant funèbre, mais sans contour, il y a quelque chose comme ça qui est très difficile à saisir et à prendre, en fait. Quand on travaille dessus, c'est par quel bout, je pense, cette chose qui s'échappe. Et c'est ce qui en fait en même temps la beauté, en fait, et la fascination de, justement, cette capacité comme ça qui chérit tout sur son passage, en fait. Enfin, moi, ça a été en tout cas une source de me dire qu'est-ce que je fais face à ça, comment comprendre ça, pénétrer ça, ne pas m'y noyer moi-même, parce que c'est très difficile c'est assez pour justement m'extraire et faire face et essayer quand même de poser mes petits galets pour pas me noyer en disant bon, peut-être là, pour traverser en fait, son écriture. Enfin, moi, c'est ça, c'est une traversée de son écriture m'a traversée, et elle-même était, comme elle dit, sa traversée de la vie a été fulgurante, donc je l'ai abordée un peu comme ça, comme vraiment une traversée. Quand je parle de traversée de la mélancolie, des illuminations, parce qu'il y a quand même des choses que je trouve assez belles, des points de révélation, de vérité, en fait, que moi, elle m'a apporté, qui m'ont vraiment beaucoup éclairée, en fait. Et j'espère qu'elles peuvent en éclairer d'autres, que moi, elle m'a éclairée, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ce paradoxe-là, Nelly Arcan. C'est le noir et la lumière. C'est finalement
comment faire face à un trou noir, en fait, pouvoir le regarder en face sans y être aspiré et voir ce qu'il peut donner à voir et à entendre. Oui, tu as demandé, tu as posé la question, Jean-Jacques, du rapport à la psychanalyse. Moi, je pose une question sur son rapport à la jouissance, dans les deux sens du terme. Le sens le plus courant de plaisir intense, c'est dans le sens lacanien d'attachement à la souffrance. Dans le sens premier, jouissance... Enfin, dans le sens... oui, la plupart des gens, quand on parle de jouissance, pensent à un plaisir très vif, je veux dire le sens populaire du mot jouissance, mais plutôt au sens lacanien. Je pense que c'était plutôt là-dedans, elle était mue par une jouissance. Enfin, là-dedans, la question, c'est justement dans la question du désir et de la jouissance, peut-être dans la prostitution, c'était une façon de l'aborder. C'est ce qu'elle dit, en fait. Quand elle dit, elle est dans... c'est la répétition qui rend ce métier dégoûtant, en fait. Qu'est-ce qui rend cette jouissance dégoûtante, en fait? C'est qu'il n'y a pas de désir, c'est qu'elle est dans la répétition, il y a quelque chose de mécanique, voilà. Et en même temps, donc je pense que oui, là-dedans, le seul vrai désir enfin, qui peut-être échappe, enfin, mais pas complètement, enfin, c'est peut-être l'écriture où là, il y a quelque chose qu'elle arrive à tenir, une position qu'elle arrive à tenir, en fait. Bizarrement, à dire justement ça s'articule peut-être mieux entre jouissance et désir. Je pense que c'est dans l'écriture que ça tient, que ça s'articule, en fait. Et que bon, dans la prostitution, on était un bon exemple, en fait, de justement ce rapport, justement... Enfin, bien qu'il y ait cette partie-là aussi dans l'écriture, hein, dans la question de la jouissance, dans l'écriture, justement, et dans la mélancolie, c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi une jouissance. Après, je n'ai pas employé le terme de masochisme parce que je le trouvais connoté, je l'ai vraiment employé avec des pincettes. C'était pas tant... mais je pense que oui, elle est toujours dans la perte, en fait. Et elle n'arrive pas finalement à élaborer quelque chose qui tienne, même en termes d'image, ça ne coïncide pas non plus, en fait. Elle est toujours quelque part en porte-à-faux. C'est... je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Enfin, dans le sens de ce que... Si, vous parlez d'elle avec beaucoup de justesse. D'accord. Moi, je n'ai pas ajouté. C'est vous qui éventuellement pouvez nous donner une partie de tout ce que vous dites de plus dans votre livre. Oui, c'était ce que j'ai trouvé intéressant justement dans le rapport à la jouissance. Je trouve que même dans l'écriture, on le voit, c'est l'absence de limite. En fait, c'est toujours, même les phrases, enfin, c'est là où je l'ai vu le rapport à la jouissance, où moi j'ai pu l'analyser, c'est à travers l'écriture, où justement c'est là où elle essaye de mettre une limite, en fait, à sa jouissance, on va dire, réelle, c'est par l'écriture, mais même là, les phrases il y a cette conscience, cette mélopée, mais c'est toujours une jouissance différente. On arrive au point final de la phrase, on est essoufflé, on est en train de suffoquer, et c'est comme un grand soulagement, un grand orgasme. Il y a quelque chose de cette rythmique, en fait, c'est une éjaculation de mots. Enfin, il y a ça qui est en jeu aussi dans son écriture. Et on voit que ça recommence, c'est toujours il y a quelque chose comme ça d'une mécanique infernale, en fait. C'est toujours les mêmes obsessions qui reviennent, mais en même temps, il y a cette jouissance qu'on a à la lire. Et à la fois, c'est une jouissance qui est fascinante, et en même temps, quand on lit, c'est assez sordide et sinistre. Mais il y a une telle beauté, il y a une telle érotique dans la phrase, finalement, qui ne se veut pas être érotique, pas selon les clichés de ce que c'est que ce que j'entends par c'est pas du tout de la littérature érotique du tout. Non, érotique dans le sens de jouissance du mot, de la phrase, en fait. Et ça, on le ressent très profondément.
Et on est aussi perdu là-dedans. Et on jouit de se perdre là-dedans. Et en même temps, on est aussi, il y a une forme de, j'allais dire, de nausée à se dire, mais comment je vais sortir de ce texte qui me happe, qui est fabuleux, et en même temps, on perd pied, et qui nous met dans un mal-être profond. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être dans l'écriture où là, on saisit mieux euh, son rapport à la jouissance. Et l'absence de limite, c'est ça. C'est que même s'il y a on est dans quelque chose, même s'il y a des virgules qui scandent quand même, on voit bien que c'est juste des petits jalons, mais pour, comment dire, euh, qui ne marquent pas, qui ne sont pas réellement des scansions. C'est que ça continue, c'est comme un flux, c'est un magma. Voilà. Et qui est haletant et qui est bien vivant, mais c'est un magma. On est dans quelque chose qui est pas vraiment structuré. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Oui. Je n'ai pas lu Nelly Arcan vraiment, je ne l'ai pas lu du tout d'ailleurs, mais j'ai regardé sur YouTube une vidéo où un libraire canadien lisait son texte, lisait des passages de putain. Et j'ai été, je dois dire, époustouflée par cette écriture. Et bon, alors évidemment, c'est juste une petite carotte, si je puis dire, que j'ai attrapée comme ça dans l'œuvre de Nelly Arcan. Mais ce qui m'a frappée, c'est l'extraordinaire maîtrise de cette écriture. Oui, bien sûr. Hein, c'est quand même, c'est un texte extrêmement fort, mais parce qu'il est aussi terriblement maîtrisé, même dans les répétitions. Bon, effectivement, ça peut évoquer Thomas Bernard, ça peut faire penser, mais et la rage qu'on entend, effectivement, dans ce martèlement. Mais c'est pour ça que euh, la notion de la perte, j'arrive pas très bien à l'entendre là, parce que qu'elle soit, elle, perdue, peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas dans l'écriture. Ah, c'est bien ce que je dis. Non, quand je dis, on est d'accord. Alors. Elle n'est pas perdue dans l'écriture, c'est là où elle se repère. Enfin, c'est son. Oui. C'est vraiment l'écriture fait fonction de repère. Mais quand je disais une écriture de la perte, c'était plus dans l'absence de limite, dans ce flot. Enfin, moi, c'était un peu cette impression que j'avais là comme un flux et qui était effectivement qui nous porte, enfin, qui est très étrangement assez fascinant et éblouissant de maîtrise, ah oui, bien sûr. C'est ce qui fait que c'est une œuvre littéraire et que c'est une écriture, en fait, et éblouissante, effectivement. Et c'est écrire pour nous couper le souffle, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire, c'est nous qui sommes perdus, c'est pas elle. Oui, voilà, ça induit, c'est ça. Mais pour arriver à nous perdre de cette façon, oui, Thomas Bernard, le naufragé, voilà, il faut effectivement être dans une très grande maîtrise de la langue, en fait. Mais nous perdre de façon, pas nous perdre parce que c'est perdu et que c'est mauvais, c'est nous perdre parce que justement, c'est tout l'art, c'est finalement de nous faire perdre nos repères, en fait. Et elle nous emporte complètement dans sa prose. C'est ça que je voulais dire. C'est dans ce sens-là. D'accord, tout à fait. Oui. J'ai une demande d'intervention de Françoise Hermont. Oui, alors j'étais impressionnée par un passage dans le livre qui s'appelle Putain, donc c'est à la page 61, et c'est pour répondre à ce que vous disiez par rapport à la non-existence en rapport avec les schtroumpfettes, des schtroumpfs par rapport aux hommes. Donc ce passage, je vous en lis quelques morceaux, voilà, et ça m'a particulièrement touchée, justement. Alors elle dit, c'est quelquefois au-delà de mes forces, je veux dire oublier, et réduire les clients à un seul homme pour ensuite le réduire à sa queue. Parfois, ils prennent trop de place, eux et leur manie. On oublie qu'ils ont un sexe, de les voir ainsi malades. Alors je continue, c'est pas tout à fait là. C'est plus l'argent. Voilà, c'est plus à l'argent que je pense. On ne peut pas penser à l'argent dans ces moments-là. On ne peut que penser
que jamais plus on ne pourra oublier ça. La misère des hommes à aimer les femmes et le rôle qu'on joue dans cette misère, la caresse du désespoir qu'on nous adresse et la chambre qui se referme sur nous. Et moi, je dis que même en fermant les yeux très fort, pour ne plus faire que ça, fermer les yeux sur tout, même en fixant très loin pendant toute une vie, rien ne nous fera oublier la dévastation de ce qui a uni la putain à son client. Voilà. C'était pour rectifier un petit peu cette idée que la misère ne serait attribuée qu'aux femmes, je trouve, faites, réduites, mais que à ce moment-là, dans ce passage, j'ai trouvé qu'elle était sensible à la misère des hommes. Voilà, enfin des humains, on va dire, de ce que ça peut être qu'aimer, et sans remettre à une prostituée qu'on paye pour ça, et bon, dans un rapport qui pourrait à ce moment-là devenir entre humains et pas uniquement basé sur une réduction de la femme à l'objet. Voilà, donc ça c'était un point. Alors il y avait 2 autres points, puis comme ça après on pourra passer à quelqu'un d'autre, après que vous ayez répondu bien sûr. Maintenant sur Alors, mais si vous voulez, je vous pose 2 autres, ou sinon vous répondez maintenant, c'est comme vous voulez. Oui, ça, bien sûr, ça je le traite, je le dis dans mon texte, je dis justement, c'est un mot très durassien, dévastation. La relation qui unit la putain et le client, c'est celle d'une dévastation. Donc, bien évidemment que des hommes ne sont pas exempts de cette dévastation et de cette misère humaine. Elles travaillent avec cette misère sexuelle, cette misère humaine qui est la sienne. Quand je disais que c'est plus dans son rapport à l'homme, mais là, dans son rapport à, comment dire, pas dans son rapport à l'homme, dans son rapport amoureux, qui a une déifique, enfin, qu'elle idéalise beaucoup. L'homme est toujours posé en position de toute puissance. Mais ça, c'est pas par rapport à ses clients. Là-dessus, j'ai fait c'est plutôt dans son rapport à l'amour, pas dans son rapport au client, en fait. Puisqu'elle dit, c'est un rapport de chiennerie, donc c'est un rapport, elle dit, de guenon à chienne, voilà. Donc là-dedans, elle parle bien ils sont unis dans cette détresse qu'elle partage, en fait. Et parfois, elle essaye, en tout cas, de ne pas non plus rentrer dans ce lien, en fait, de rester justement désaliénée, sans lien avec les clients, et les enchaîner pour ne pas rentrer ne pas être affectée. Parfois, il y en a certains qu'elle cite, il y a 1 ou 2 portraits de clients comme ça qui font un peu exception, mais sinon, le reste du temps, ça n'a pas lieu, finalement. Le partage de cette misère, il est évacué, en fait, très vite. Sauf à de rares exceptions. Elle le raconte aussi, ça. C'est vrai, bien sûr. Voilà. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'était par rapport, là, c'est pas exactement une question, mais je trouve que votre livre, est, bon, à travers, enfin, qui reprend le sien, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans le rapport à l'image. Alors, la manière dont elle est piégée dans l'image, comme étant le paradigme de la relation des femmes par rapport aux hommes, mais en même temps, évidemment, on peut en parler que ce soit des hommes ou des femmes, enfin, c'est-à-dire le primat de l'image par rapport à autre chose, ce dont d'ailleurs vous parlez à la fin de votre livre sur la postmodernité. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est le rapport entre l'image et l'anorexie, c'est-à-dire ce dont elle parle du cannibalisme de l'image. Voilà. Et puis, je vous dis la dernière question Oui. avec, c'est le rapport qu'on peut faire entre la lutte des femmes contre le patriarcat, le féminisme et ses écrits. Voilà. Oui, ça c'est juste le cannibalisme de l'image. Bien sûr, c'est aussi ce qu'il a dévoré, ce qu'il a laissé. Bien sûr, ça c'était toute la fin de. C'est aussi
Bien sûr, c'est comment disparaître derrière son image, ne pas, lorsque l'image, elle le dit, être mangé par son reflet, par son image, mais en même temps, là, c'est son image médiatique qu'il a aussi détruite, qu'il a bien sûr, et qui a eu cette fonction-là. Donc ça, c'est assez terrible. Ouais, ça, je le décris à la fin. C'est la même logique qui est à l'œuvre, c'est vrai. Ah oui, sur le patriarcat, il y a beaucoup sur le féminisme, bien sûr. On ne peut pas dire qu'elle a été tellement féministe, entre guillemets, bien qu'elle ait beaucoup intéressé les féministes. Elle ne se revendiquait pas comme telle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, surtout d'ailleurs plutôt au Canada, elle est devenue une figure de proue du féminisme, en fait. Tout en n'ayant pas un discours féministe, mais un discours qui parle de, justement, la condition de la servitude de la femme, en fait. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi, en fait. Comment elle arrive justement à les interpeller en montrant justement cette condition, cet asservissement, en fait, du féminin, tout simplement, le patriarcat, dont elle en est un peu l'exemple au pied de la lettre. C'est-à-dire que tant qu'à être asservie, tant qu'à être... puisque les femmes sont des putains, enfin c'est ça, c'est des êtres serviles et asservis, donc je serai une putain, mais je serai la plus putain des putains. Donc quelque part, j'aurais gagné... Enfin, il y a un peu cette logique-là chez elle, dans la façon dont elle en parle. On sent que, voilà, de toute façon, c'est pipé d'avance. Donc voilà, une putain, c'est une femme c'est une schtroumpfette qui vaut plus, qui vaut quelque chose plutôt que rien, puisque de toute façon, il n'y a rien, on ne vaut rien. Là-dedans, c'est un peu comme ça qu'elle, en se mettant dans sa mécanisme de sa pensée, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai analysé, autant être putain, voilà. Après, c'est sûr qu'elle est très, très radicale dans son approche. Il y a quelque chose d'assez désespéré où on sent que déjà, dans sa position mélancolique, l'amour, il y a peu de chances pour que ça advienne. Voilà. Il y a une demande d'intervention de la part de Françoise Decamps. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre livre et je remercie aussi Thierry pour sa présentation. Il se trouve que j'ai été hospitalisée pour des problèmes pulmonaires avec interdiction de visite et que heureusement j'avais apporté votre livre que j'ai pu déguster, je dirais, un petit peu chaque jour. Et c'était un grand bonheur pour moi et je vous en remercie. Il se trouve aussi que la question du rapport, du lien entre le réel et l'écriture est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'a toujours intéressée. Alors, je sais que vous le dites, vous, avec vos mots à vous, mais bon, moi, j'ai le sentiment quand même que ce qu'on peut dire, c'est que le réel est du côté de l'indicible. Et en tout cas, que si on peut en saisir quelque chose, c'est par des éclats. Alors, vous le dites, vous, avec vos mots, en citant Lacan, et que je cite votre citation, les mots manquent, mais la chose continue à hanter et à peser de tout son poids. Par contre, je ne suis pas sûre vraiment qu'il y ait un vide, comme vous le dites, chez Cynthia. Je dirais que plutôt que Cynthia tente de masquer le vide par un habillage imaginaire qui ressemble, enfin en tout cas qui fait penser au fantasme, qui n'est pas un fantasme mais qui fait penser au fantasme. Et ça m'a fait penser, moi, à ce que dit Hélène Deutsch lorsqu'elle parle des personnalités comme si. Ça m'a fait penser à ça, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est juste. Après, j'ai pas voulu employer un terme clinique, mais j'ai pensé dans les asifs, les comme si. Oui. Ça revient souvent en fait chez elle. Donc, mais ça, c'était juste effectivement le comme si il est là. Bien sûr, il est là au fond Oui, on est dans une personnalité borderline, mais oui. Elle s'y accroche. Enfin, c'est quand même quelque chose qui lui permet pendant un certain moment de tenir. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de vide. En tout cas,
elle le comble d'une certaine façon. Hein. Elle l'habille, mais oui, elle a sa façon de... Elle l'habille, oui. La putain est un habit, justement. Oui, oui, voilà, c'est ce personnage de la putain, c'est comme ça qu'elle l'habille. C'est très juste, en fait. Bien sûr, et ça non plus, on sent que c'est un habillage qui s'accroche pas sur... Ben oui, qui tient pas, qui est pas elle, bien sûr. Elle essaye de faire tenir. Alors, pour continuer, pour finir, concernant son rapport à l'écriture, j'ai beaucoup aimé ce que vous en écrivez. Et vous dites, est-on dans un cauchemar halluciné? Écrit-elle pour se réveiller, se souvenir, consigner un délire, une plainte? Quel statut donner à ce texte? Et vous finissez par cette très belle phrase, je trouve, une œuvre limite écrite au bord du gouffre. Ça, je trouve ça très beau. Bon. Alors, par contre, un petit peu plus loin, vous écrivez que l'écrivain est un anorexique du langage. Et c'est un petit peu étonnant cette phrase parce que c'est une phrase qui contraste avec tout ce que vous venez de dire et d'expliquer concernant plutôt quelque chose qui serait du côté de la boulimie. Hein. C'est-à-dire que vous dites, quand on la lit, il n'y a pas de limite, on en a la nausée. Enfin, c'est un petit peu le sentiment qu'on ressent, même si, bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de lire les livres, les écrits de Nelly Arcan. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, comment est-ce qu'on peut parler d'anorexie du langage alors que il y a cette boulimie? Enfin, bon, je sais que ça va ensemble. Hein, oui, c'est un peu ça, en fait. Là-dedans, j'ai trouvé intéressant d'articuler justement la question de l'anorexie avec l'écriture, en fait. Et là-dedans, comme elle était anorexique boulimique, elle le dit, ce va-et-vient entre le trop-plein et le vide, en fait. Et elle articule, à la fin, j'en parle, c'est comment la question du vomissement, l'écriture comme vomissement. Donc, est-ce que c'est dans l'anorexie, boulimie? Enfin, c'est un peu les deux là-dedans. C'est pour ça que je les ai liés, en fait. Donc là-dedans, on voit bien que c'est la question, le langage, il y a quelque chose, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle en fait? Il y a une question qui est toujours en suspens, en fait. Elle en a comment dire? C'est aussi une anorexique, une boulimique du langage, en fait. Là-dedans, c'est un peu ça qu'on trouve dans son écriture. Alors qu'on le prenne sur tel ou tel versant, il y a quand même aussi cette impossibilité de parler, ça c'est autre chose, la parole impossible. Et il y a effectivement l'écriture qui est anorexique boulimique, qui est aussi dans le symbole, enfin, ce qu'elle vit aussi dans la réalité de son symptôme, et en même temps qui se retrouve dans l'écriture. Donc je les ai pris des deux bords, puisque elle parle vraiment de nausée, de vomissement, elle le dit, que ça donne mal au cœur, en fait. Littéralement, en fait, en quoi son écriture donne mal au cœur. Alors, pour terminer, aller dans ce sens-là, à la fin du livre, vous écrivez « L'œuvre de Nelly Arcan m'a permis de comprendre ce qu'écrire peut aussi signifier, une entreprise de digestion ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Alors, d'ailleurs, j'ai écrit mes pensées à l'hôpital au dos des menus. Alors, c'est peut-être très poétique, mais en tout cas, c'est un clin d'œil à vos pensées et à votre travail, dont je vous remercie. Voilà. Dans l'ordre des demandes de prise de parole, il y a celle de Michel-Henri Oliva, à qui je vais demander d'activer son micro. Voilà. Alors, où est-il passé? Ici, voilà. Voilà. Il faut que je... Voilà. Bonjour. Alors, je voulais d'abord remercier Thierry pour sa présentation, qui était très synthétisée. Et puis, j'avais une question à propos de la sœur de notre auteur, est morte jeune. Donc, elle a adopté comme nom d'escorte le prénom de sa sœur morte. C'est bien ça? Non, en fait, ça je le dis, ça c'est ce qu'elle, enfin oui, c'est ce qu'elle écrit dans le texte. En fait, elle présente ça dans le texte, mais c'est une fiction, c'est-à-dire que ça n'a pas, enfin, elle n'existe pas, cette sœur. C'est elle qui l'a inventée dans le texte. Mais peu importe.
Ah non, non, parce que oui. On n'est pas dans la réalité, à supposer même que ce soit de l'imaginaire ou du fantasme. Oui. Voilà. Non, je précise parce que c'est un point sur lequel tout le monde a cru. Bref, c'est un malentendu qui a eu lieu. Donc, c'est pour ça que je reprécise. Parce que plein de journalistes l'ont interrogé et ont cru que c'était vraiment la réalité. La réalité. D'accord. Voilà. Ce qui fait qu'au fond, ce qu'elle offre à l'homme, c'est un personnage de femme identifiée à une femme morte, à des hommes, qu'elle juge un peu morts d'avance. Voilà. Oui. Et son rapport à la prostitution, est-ce que c'est soit ce que je viens de dire, soit une tension sexuelle qui, l'accompagnant, la sauve momentanément de la mort. Autrement dit, il y aurait un lien entre le sexe et la mort. Parce que finalement, elle réduit l'homme à son organe sexuel, l'homme est purement réduit à son organe, et elle se réduit dès lors à n'être qu'un orifice, dont le reste du corps, pour lequel elle dépense beaucoup d'argent, dans des artifices, des faux seins, des cils, dont le reste du corps ne sert qu'à conduire l'homme réduit à son sexe à sa position de pur orifice. Alors, je dirais, là-dedans, je pense que c'est assez ambivalent. Enfin, justement, est-ce que la prostitution, c'était du côté de la vie ou du côté de la mort? Je pense que ça, c'est une question... Je pense qu'il y a les deux. Enfin, c'est très... c'est ce qui lui permet, dans un premier temps, je pense, elle, d'exister, de donner à... comment dire, de constituer, de créer, de mettre en œuvre et de mettre en acte à l'œuvre son image de putain, qui quand même la sauve du rien, en fait, d'un abîme. Donc là-dedans, elle met ça pour la soutenir. Enfin, c'est l'image qui imaginaire, en fait. Elle constitue ça. Et en même temps, elle voit bien qu'à un moment donné, ça tient pas, enfin, qu'elle court à sa perte. Donc c'est là où il y a l'analyse qui arrive. Enfin, c'est là, elle essaye de sortir justement de ce gouffre que constitue la prostitution, mais qui à la base était justement une tentative pour se constituer une image de femme, en fait, en tant que femme. Et bizarrement, elle prend ce chemin-là, qui est très paradoxal, effectivement. Et elle essaie justement, c'est à travers l'écriture qu'elle essaie justement de déconstruire cette image, en fait, qui prend toute la place, qui fait qui l'amène à une impasse, en fait. Donc cette impasse, on va dire, tu aurais pu la sauver, mais c'est plus qu'un symptôme, je pense, puisque quelque part, la question, c'est plus terrible que ça. C'est vraiment, comme elle le dit, hein, être putain, c'est pas qu'une identification, hein, c'est l'être dans son corps, dans sa chair, dans son âme, jusqu'à la mort. Enfin, c'est une position, c'est beaucoup plus que ça. Je sais plus qu'elle dit, j'essaye de me souvenir de la phrase qu'elle dit. Et justement, c'est là, je cite Lacan qui dit la très mortifère, tiens, justement, l'identification qu'on a, à quel point on s'identifie à ces identifications. Donc là, il n'y a pas de césure, en fait. Donc c'est ce qui fait qu'elle ne parvient pas à exister non plus là-dedans. Alors qu'à la base, c'est justement pour... on peut le prendre de plusieurs façons, mais c'est vrai que c'est pas simple la question de la prostitution chez elle, en fait. Et je pense que c'est vraiment un soutien, et d'ailleurs elle a continué après, et que lâcher finalement l'identification à la putain schtroumpfette, pour elle, c'est tomber dans le rien, dans le néant, en fait. Donc c'est ce qui l'a fait tenir, et en même temps c'est une impasse qu'elle n'arrive pas... Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'articule. Donc c'est assez tragique. Oui. Mais oui. Alors j'ai une question à vous poser sur sa mélancolie. Vous savez que classiquement, dans l'ère lacanienne, moi, quand j'étais jeune interne, j'ai été formé par Marcel Tchermak et Henri Roussel. Et classiquement, quand on parlait de mélancolie, c'est un terme employé de manière très générique. Vous savez qu'il y a un tripode, l'inhibition psychomotrice, la douleur morale
Et le troisième point sur lequel Lacan insistait, l'auto-accusation. L'auto-accusation qui peut confiner au délire. Il ne mérite pas de vivre. Et quantité de patients arrivaient à Henri Roussel avec un vague diagnostic de mélancolie pour ce qui concerne notre auteur. Dans Putain, évidemment, je ne la connais pas cliniquement. Je n'ai pas tellement senti, puisque quand même, on peut dire qu'elle a tous les signes d'une mélancolie avec le point final qu'elle annonce de suicide. Je n'ai pas senti l'auto-accusation, qui était quasiment, pour les lacaniens, un point capital pour stigmatiser la mélancolie. Qu'est-ce que vous en pensez? L'auto-accusation, ça intervient c'est dans le rapport à la mère. Il y a quelques phrases. C'est moi qui t'ai volé ta jeunesse, c'est moi qui t'ai laissé dans ce lit où tu meurs, où tu te meurs. C'est moi qui. Voilà. La mère larve. Oui, donc là-dedans, c'est l'auto-accusation. Elle intervient vraiment dans le rapport à la mère. Dans le rapport à la mère. C'est là où il est. Attendez, je vous retrouve. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah oui, c'est intéressant. C'est dans Putain de Deep. Oui, c'est dans le rapport à la mère où effectivement elle s'auto-accuse en fait effectivement de lâcher sa mère. Quand elle dit mon Dieu, donnez-moi du courage, il y a tout un passage où finalement quand elle va vers le désir, elle sent qu'elle lâche sa mère et qu'elle lâche sa mère larve et elle s'auto-accuse. Donc ça vient ça vient vraiment, c'est explicite dans le texte. Il y a 2-3 passages que je cite, hein, et c'est là où ça surgit en fait. C'est là où on le voit très clairement. Peut-être moins dans le reste, mais c'est là. Le point de culpabilité, c'est par rapport à la mère que ça surgit en fait. Elle abandonne la mère en fait, qui était. Je ne sais pas. Enfin, j'aurais dû rester près d'elle. C'est un long passage. Attendez. Je ne sais plus pourquoi je te laisse dans ce lit où tu meurs. Enfin bref, il y a. Je vais le retrouver, je sais. Ça conduit aussi à la notion de ravage de Le Sana et de Brassier, qui ont développé ces deux notions chez la femme. Bien sûr. À partir d'une phrase de Lacan, d'ailleurs, qu'il n'avait pas développée lui-même, qui serait quasiment quelque chose, parce que ce roman a quelque chose d'existentiel sur la femme, de profondément existentiel. Et au fond, ça introduit aussi le thème du ravage. Bien sûr, ça c'est un thème. Elle est ravagée de cette position et elle n'a pas su avec sa mère construire quelque chose. Elle décrit sa mère d'une telle manière aussi. Et il y a le thème latent du ravage. Bien sûr, ça c'est un thème qui m'a beaucoup intéressée. J'ai beaucoup développé la question du ravage parce que je trouve qu'elle en parle très bien en fait. Enfin, moi j'avais créé un peu j'avais l'idée d'un ravage mélancolique, de qu'est-ce que c'est que la question du ravage chez un mélancolique, c'est-à-dire comment ça peut se jouer en fait. Enfin, c'est là où j'avais intitulé ça le naufrage ou le radeau de la Schtroumpfette, c'est-à-dire en étant amatride, en ayant elle-même finalement dans l'impossibilité de symboliser qu'est-ce que c'est que cette mère, en fait. Alors, je me permettrai de vous dire que ravage mélancolique, c'est encore pour moi inférieur. Je pense qu'elle illustre un ravage fondamental, existentiel, dans l'essai de capter les signifiants du féminin. Oui. Ça, c'est fondamental. C'est la thèse qu'a développée aussi une autre personne, Vanessa Brassier. Elle en a fait à partir d'un travail sur Dora, où ce serait quasiment quelque chose de propre à la femme, d'être ravagée dans cette séparation de la mère pour devenir elle-même une femme. Et ce serait une notion existentielle, pas seulement liée à la mélancolie, parce qu'on pourrait dire que toute pathologie vous ravage. Mais non, il y a un ravage profond à l'être féminin. Oui, après il se joue différemment dans la mélancolie. Certains ne sombrent pas dans ce ravage. Finalement, il est ultime chez elle, mais je pense que ça tient. Il est ultime, oui. Il est ultime chez elle, mais bien sûr que chez les autres, il est aussi paradigmatique en fait de la question du féminin. Le ravage, c'est la question du féminin. On peut dire que c'est central, structurel, bien sûr. Elle, je trouve qu'elle incarne, jusqu'à son point ultime. Et
dans le rapport à la mère, le fait de la désigner comme larve, en fait, moi j'ai trouvé intéressant cette impossibilité de la faire vivre, de la faire exister. En fait, il n'y a pas de... la mère n'existe pas, mais elle n'arrive pas à la faire exister, elle n'arrive pas à se faire exister, elle, en tant que femme, en fait. Donc, elle a ses oripeaux de schtroumpfette qu'elle brandit, ça ne tient pas, c'est de l'imaginaire. Et là-dedans, dans ce lien, qu'est-ce qui fait que ça a raté, que ça rate? Ça, c'était une vraie question. Pourquoi moi, il m'a semblé que c'était la question du langage, la façon dont elle parle de la mère, en fait, du rapport au signifiant. Il y a quelque chose comme ça, quand dit, les gestes, l'inconscient létal de la mère, les gestes les mots qu'elle n'a pas dit, les gestes qu'elle n'a pas posés, il y a quelque chose qui la laisse choir. Elle n'a pas les cartes, elle peut pas dès le départ. Enfin, et même quand elle dit larve, jamais elle n'arrive réellement à incarner. La mère reste toujours dans l'imaginaire. Il n'y a pas de... Donc je pense que là-dedans, elle, c'est pareil. Elle poursuit aussi, c'est en cherchant son incarnation. Et peut-être qu'elle l'a cherché justement à travers la prostitution. C'est ça. Oui. C'est comment être femme. Être la putain, c'est la... Enfin, puisque c'est la reine des putains, la reine des femmes, la putain. C'est ça. Donc c'est comment être. Mais elle reste toujours aussi dans la désincarnation, enfin, dans une chair désincarnée qui ne s'incarne pas, alors que c'est ce qu'elle désire. Voilà. Donc, là, je dis, c'est vraiment une impasse, tout s'intrigue et c'est très complexe. Oui. Le trou absolu. Voilà, c'est ça. Bien. Je voulais vous remercier parce que ce livre est sorti en 2001 et sans cette manifestation, je serais passé à côté de ce très grand livre sur la femme. Et puis un deuxième livre important qu'elle a écrit à 26 ans qui m'a impressionné. Je l'ai téléchargé sur un site canadien. C'est l'exercice qu'elle a fait, cette petite étudiante de 26 ans qui vient du Canada, qui arrive à Montréal, qui fait une thèse sur le président Schreiber. Oui, génial. J'aurais été incapable de faire ce qu'elle a écrit à 26 ans. Elle n'était pas dans un milieu parisianisé avec des séminaires à tous les coins de rue. Elle venait de sa province et elle vous sort un texte sur le président Schreiber où elle manifeste la captation de Lacan de manière totalement impressionnante. Oui, je suis contente que vous le remarquiez parce que moi, j'en ai parlé parce que vraiment, moi aussi, j'ai été époustouflée par ce texte. Et je l'ai trouvé magistral et c'était le début. Et je trouve que déjà, dans ce texte-là, c'est déjà Nelly Arcan, c'est pas qu'un mémoire. C'est pas qu'un mémoire, oui. C'est ça. Et je me disais, mais quel génie. Et voilà, ça fait partie des choses, moi, qui m'ont... Enfin, dans la façon dont on l'a traité et dans le génie qu'elle avait, enfin, ce talent-là, quand même. Et voilà, j'ai trouvé ça assez impressionnant qu'on n'ait pas vu, qu'on soit passé à côté de cet écrivain. Je voulais poser une dernière question, si ce n'est pas abusé. Est-ce que vous avez eu des échos de celui qui était important pour elle, pour la guider, c'est son analyste. C'est quand même son analyste qui l'a encouragée à écrire, à poursuivre des études. Vous avez des informations et la soutenir? Vous n'avez pas d'informations. Je sais que le bouquin plus tard au Canada, en fait, mais ça, c'est une de mes grandes... Oui, parce que je consacre un paragraphe où je ne suis pas un peu critique, on va dire. Mais ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu de tour. Il n'y avait pas d'informations. Non, normalement, le livre doit sortir, oui, là, mars, mais je ne sais pas si ça a été reporté avril, enfin, avec les histoires de Covid, tout ça. Mais oui, ça, c'est j'aimerais bien le rencontrer, mais je ne vais pas... Ah oui. Ça fait partie, oui, des choses que j'aimerais, bien sûr. Oui. Je vous le souhaite de le rencontrer. Oui. Voilà, je vais donner la parole, parce qu'il y a plusieurs demandes de parole. C'est Guy Dana qui est le suivant sur la liste. Guy. Oui, alors en fait, je sais peu de choses sur Nelly Arcan, mais je sais qu'elle s'est pendue. Oui. Elle s'est suicidée par pendaison. Et pour reprendre ce que disait notre collègue à l'instant, ça signe la mélancolie, la pendaison. C'est ce que disait Lacan. Et il disait aussi que, en fait, il y a dans le suicide quelque chose qui veut échapper à l'autre, grand A. Bon. Et effectivement, dans tout ce que vous avez énoncé,
Anouchka, j'ai entendu ça, une tentative de réappropriation désespérée. Elle fait la putain pour se réapproprier presque une identité, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, mais cette tentative désespérée signe aussi la mélancolie. Elle est mélancolique parce qu'elle se... Et ce n'est pas vraiment une identification aux symptômes, c'est une réappropriation désespérée, ce qui n'est pas fréquent. Et donc, je ne sais pas ce que l'analyste, sûrement, il a compté pour elle, mais dans ces cas-là, c'est très difficile d'agir, très, très difficile. Et il y a quelque chose qui constamment échappe, mais on peut dire qu'elle a elle-même été analysante, vraiment au sens fort du terme. Elle a voulu quelque chose, je lirais volontiers ce livre dont vous avez parlé, putain, je le lirais volontiers parce que là, il y a ce chemin, alors certes chez elle désespéré, mais qui est le chemin d'une analyse, hein, qui est le chemin qui doit conduire à se réapproprier quelque chose de soi. C'est fondamental. Bah, le suicide, elle contacte le dernier mot d'adieu, c'est quand même pour l'analyste. Donc c'est quand même qu'elle lui dit, elle le remercie pour ce qu'il a fait pour elle, et elle se tue. Donc elle se tue. C'est là où je me disais, bon, il y a quand même quelque chose qui moi, m'a interpellée dans... Bref. Mais sur justement la position d'analyste, il y a quelque chose pour moi qui voilà, je pense que... C'est-à-dire qu'il a eu une position, enfin, dans ce que j'en sais, puisque je ne suis pas rentrée non plus dans le détail biographique, mais elle est venue le voir, en fait, à la fois, il y avait une double demande, il y avait une demande d'analyse et une demande d'écriture, en fait. Donc là-dedans, lui, il l'encourage dans l'écriture, mais il ne prend pas la demande de l'analyse, tombe à l'eau, en fait. Donc, est-ce qu'elle en fait une partie avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas qu'elle ait fait d'analyse. Mais en tout cas, il reste le point référent. Il intervient dans sa vie, il est là. Mais est-ce qu'il est là en tant qu'analyste, en tant qu'ami, en tant que conseiller littéraire? On ne sait plus très bien, en fait, là-dedans, quelle est réellement la nature du lien. C'est ça que je questionnais, en fait. C'est ça qui, moi, m'a pas convaincue là-dedans. Voilà. Après, ce que vous disiez sur la mélancolie, oui, je pense que d'ailleurs le suicide intervient à un moment donné où elle essaie justement de se réapproprier son image. C'est-à-dire que c'est un moment charnière où le troisième texte qu'elle a écrit est très beau. Elle est en train d'en écrire un autre qui sera posthume, publié de façon posthume, Paradis clé en main, où elle sort un peu de ce champ, c'est un peu un récit fantastique. Elle commence à avoir des critiques. Enfin, je ne sais pas pourquoi ce livre a été, pourtant il est magistral, il est aussi beau que les autres, mais bref. Et donc là, elle essaie de changer de registre, elle veut changer elle ne peut plus de cette Nelly Arcan et de ces médias qui, je pense qu'elle arrive à un point de rupture où il y a quelque chose qui doit changer chez elle à tous les niveaux. Et c'est dans cette impossible réappropriation qu'il y a l'acte du suicide et elle se pend à ce moment-là, en fait. Et c'était juste quelques heures avant, avant qu'elle intervienne sur un plateau télé. Donc je pense que tout ça est noué ensemble, en fait. Avec aussi l'histoire amoureuse où non plus, il faut que ça ne va pas non plus, elle doit... Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'elle... Justement, il y a plus de possibilité de réappropriation, c'est sans issue. Donc la seule possible, en fait, c'est le suicide par pendaison. Donc ça, c'est assez juste, effectivement. Oui, non, juste une question annexe, mais à laquelle je ne saurais absolument pas répondre, mais vous, peut-être, avec Marilyn Monroe, quelle passerelle y en a-t-il? Oui. Oh, la passerelle, ça, c'était plus... comment dire, je trouvais que la façon dont... Enfin, je l'ai résumé, hein. C'était d'abord, elles sont mortes au même âge, c'était en même temps la blondeur, l'innocence, le personnage médiatique qui était, voilà.
Le rapport à l'écriture, Marilyn écrivait, tenait un journal, bon, c'est pas l'œuvre de Nelly Arcan, on est bien d'accord. Le rapport à la psychanalyse, le rapport à la impossible à la mère, ça c'est aussi pareil. Enfin, quand on voit la mère de Marilyn, c'est aussi cette mélancolie qu'il y avait aussi chez Marilyn. Même. Et puis aussi la façon dont l'image médiatique, dont elle a été aussi bafouée, enfin, dont elle s'est aussi... dont on a fait une blonde ridicule, alors que voilà, c'est... Puis quand on voit les interviews de Nelly Arcan, on n'est pas loin de ça non plus. Enfin, elle est quand même vraiment bafouée dans son identité d'écrivain. Quand on regarde les interviews, enfin, c'est pitoyable les questions qu'on lui pose. Enfin, c'est voilà. Enfin, c'était dans ce sens-là que j'ai fait le parallèle entre peut-être deux destins mélancoliques. Voilà. Et ça... après, c'est quelque chose à creuser sur... voilà, mais il y a un très beau texte de Schneider sur Marilyn, dernière séance. Après, je ne sais pas, il y avait peut-être un Nelly Arcan et son analyste à faire. Je ne sais pas comment ça s'est joué. Hein, mais, voilà. Bien. C'est le tour de Pierre. Oui. Bon. Je ne sais pas pourquoi mon nom a été supprimé sur Zoom. C'est vous qui l'avez rentré comme ça. Bah, non, d'habitude, il y a mon nom. Enfin, je ne sais pas. Oui, voilà. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit là, où je me retrouve tout à fait ce que j'ai ressenti en lisant Nelly Arcan. Mais en particulier sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, sur le sans limite. Hein, parce qu'il me semble que c'est, en la lisant, c'est vrai, ces phrases, elles marquent bien l'illimité, mais à condition de même pas l'entendre seulement dans l'extension. Moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout l'illimité. Elle dit quelque chose et ça se renverse, ça annule, ça néantise ce qu'il disait, qui est aussi vrai, qui a les mêmes effets de vérité. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme un illimité en abîme, si on peut dire. Voilà. Donc, voilà, c'était une première remarque. Bon, en fait, j'ai dit, en lisant Nelly Arcan, je n'ai lu jusqu'à présent, j'ai pas eu le temps d'en lire plus que le premier, Putain, auquel vous m'avez servi votre livre m'a servi de passeur en quelque sorte. Et quand je l'ai fini, le dernier mot, il m'est venu, j'étais tout seul, putain, voilà ce que j'avais envie de dire, renversant complètement le mot, quoi. Bon, et il m'est venu aussi, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être faire bondir, mais il m'est venu une association avec les mystiques. Non pas pour dire qu'elle est mystique, elle est tout le contraire, elle en est l'envers, peut-être plutôt, il n'y a aucun Dieu sinon celui du Père, pardon. Et il n'y a pas de Dieu, même de théologie négative, qui est sans être, mais et même réduit à l'indouissance, il y a plutôt le trou. Et ce qui me semble intéressant, ce rapprochement qui m'est venu, je me suis dit que Nelly Arcan avait la même importance, analogiquement, à notre époque, a pu avoir à certains moments pour les analystes la référence aux grands mystiques d'autrefois ou même encore de maintenant, et que parce qu'elle interroge beaucoup au-delà de la question clinique, mélancolie ou pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui interpelle la psychanalyse très très loin, très très fort, au même titre que les mystiques ont pu le faire d'un certain côté, mais à notre époque peut-être justement nihiliste, on le citait Nietzsche, à une époque où dans cet excès, l'excès n'est plus référé à un Dieu, mais à plutôt, bon, disons le trou, et ça rejoindrait ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur sa façon de se réduire à l'orifice. Enfin bon, voilà, c'est des remarques en passant. Alors, moi, je trouve ça assez juste. Moi, je pense que c'est une mystique sans Dieu. Enfin, oui, voilà. La référence à Dieu, elle est omniprésente. Elle est élevée par des sœurs. Le père est profondément bigot religieux. Il y a toujours et je trouve que même dans la façon dont elle s'exprime,
il y a quelque chose d'une incantation, enfin, dans son texte. Pour moi, c'est une incantation, il y a quelque chose de profondément mystique, mais elle appelle ça le dieu bouton, elle appelle ça... Elle est aspirée par une force de l'au-delà. Et il y a toujours... comment dire, je pense qu'elle n'est pas... Dans son matérialisme, c'est pas... on est au-delà. Je pense qu'on est dans une forme de... Même dans la façon dont elle dit, la vie m'a traversée, elle est traversée par la vie, par des choses, par des courants, par un esprit, en fait. Et elle cherche l'esprit. Elle n'est pas du tout... C'est par là que... C'est là où elle appréhende quelque chose où elle est au plus proche de Dieu. Il y a dans cette souffrance, même dans son rapport au sexe, en fait. Là-dedans, dans cette extase, il faut le prendre aussi au sens... extase dans son sens trivial, mais dans son sens sublime aussi, et c'est ça aussi qu'elle appréhende dans la prostitution, je pense. Il y a toujours cette quête tout au long dans les cieux, enfin, le destin, enfin, il y a quelque chose d'écrit dans le ciel pour elle, dans sa destinée, en fait. Donc, moi, je pense qu'elle est profondément mystique dans tout ce qu'elle fait. C'est inscrit en elle, en fait, et et ça, je pense que c'est aussi on a vécu dans le discours du Père, en fait, qui est empreint de religieux, enfin, mais pas, elle le prend autrement, elle en prend l'esprit et pas la lettre, en fait. Donc oui, c'est ça, c'est l'incantation, c'est un chant funèbre, Nelly-Arcan, c'est une leçon de ténèbres. En musique, on a ça, et je trouve qu'il y a ça aussi dans son rythme, dans ses phrases, surtout dans Putain, peut-être un peu moins stylistiquement dans les autres, mais en tout cas dans celui-là, oui, c'est très prégnant. Ouais, enfin, moi, il me semble, je voulais dire que elle ne serait pas mystique au sens d'être privé de Dieu ou de rechercher un Dieu, mais comment dire, d'être justement dans un monde sans Dieu, hein, et que c'est cette espèce de à la place il n'y a pas de un. C'est une multiplicité, elle est dans une infinitude. C'est par là qu'il y a peut-être une extase, mais est-ce qu'on pourrait presque jusqu'à dire que chez elle, l'extase et le trauma, on n'arrive pas à se confondre, ou le trauma. Ah oui, ça c'est ça. Oui, c'est par là qu'elle c'est par là qu'elle le prend, effectivement, qu'elle le chope. Je pense que c'est assez juste. C'est d'où le statut très très complexe de la prostitution chez elle. Moi, c'est ça qui m'a... où ça regroupe vraiment, c'est l'extase, le trauma, c'est le rapport à Dieu, c'est le rapport à la parole quand elle se trouve seule dans sa chambre et qu'elle parle et qu'elle dit, c'est comme un espèce de babillage, elle parle toute seule, mais juste pour sentir que sa parole existe, qu'elle n'est pas qu'un corps. Enfin, qu'est-ce que c'est que parler? Ça convoque plusieurs dimensions, cette expérience de la prostitution, et on peut dire, oui, qu'elle a un aspect mystique, traumatique, extatique, érotique. Enfin, et puis qu'on retrouve dans son écriture, puisque c'est là où la nécessité d'écrire advient. C'est aussi pour sortir de la prostitution. Tout à fait, oui. Donc, et ça, je trouvais que la façon dont les choses se nouent chez elle était vraiment intéressante à décortiquer et complexe aussi. Merci. Merci. Donc la parole à Luminitsa. Bonsoir. Merci Anouchka pour votre livre et je dirais pour votre engagement d'écrivain parce que j'ai lu il y a très longtemps à sa parution le livre de Nelly-Arcan qui m'a beaucoup touchée, troublée comme son suicide d'ailleurs, mais je n'ai pas osé écrire. J'ai écrit un livre sur Marina Tsvetaeva qui s'est suicidée aussi par pendaison. Et votre prénom Anouchka me rappelle les prénoms russes. C'est pour ça que j'en parle aussi de Marina Tsvetaeva. Et je parlais de votre engagement parce qu'il y a une phrase à un moment donné que vous dites dans votre livre, je veux vous citer, lorsque vous
parlez de la mère, c'est la page 92. Vous dites que Nelly se désigne comme celle qui doit penser à faire vivre cette mère morte, la mère qui n'a pas eu de mots pour son enfant. Et vous dites dette symbolique dont elle s'acquitte par la prostitution et l'écriture, prendre la parole et revient à exister, là où la mère échoue, à la fois dans le langage et dans le désir des hommes, sans doute, me suis-je aussi désignée pour faire vivre cette Nelly-là. J'ai été très touchée par vos paroles parce que vous vous sentez très concernée dans votre propre écriture, parlant de Nelly. Je ne sais pas si vous voulez parler de ça un peu ou je vous livre une autre question. Parce que j'avais une autre question en plus. Ça, c'était bien sûr que là-dedans, mais c'est ce que je dis dans la préface du texte, je dis que effectivement, je ne suis pas neutre dans cette écriture. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, bien sûr, de ma propre histoire, en fait, de là où elle m'interpelle et là où je peux être... finalement, est-ce que écrire, c'est pas aussi... c'est une question, hein, c'est pas toujours faire vivre justement le silence de la mer morte. Est-ce que toute femme écrivain, en tout cas peut-être toute femme écrivain, je sais pas, c'est une question. Hein, ne cherche pas à faire vivre justement ce silence maternel, comment elle s'articule autour de ça. Il m'a semblé moi que c'était une question centrale qui m'interpellait moi dans mon écriture, effectivement. Pourquoi oui. Vous direz dans un autre livre. Oui, ben oui. Comme ça. Oui, une autre question que je voulais aborder avec vous dans cette discussion, c'est, on a parlé tout à l'heure du rapport à l'image et de la culpabilité, et le lien que je voudrais faire, c'est avec la honte. Vous parlez beaucoup de cela parce que ça vient de Nelly Arcan, ce thème de la honte. Elle la honte, celle d'être là, d'exister parmi les autres, la honte de sa honte. Il y a le rapport entre la haine et la honte aussi que vous décrivez très bien. Et vous dites à un moment donné la honte plutôt que rien. Voilà, c'est le lien avec la douleur d'exister. Et il y a aussi... vous parlez de la honte comme vous la citez, la honte est une lignée de femmes, voilà, c'est à la page 79, j'ai noté ça pour, voilà, pour... C'est une lignée de femmes perte de vie. Oui, et il y a aussi, par rapport au suicide, vous dites à un moment donné que les suicidés ne peuvent plus mourir de honte. Ça, j'ai trouvé ça très fort. J'aimerais beaucoup que vous en parliez un peu plus. Je n'ai pas lu son livre qu'elle a intitulé La honte. Il me semble que vous dites qu'elle a intitulé... La honte, ça, c'est pas un livre, hein. C'est un court texte, en fait, qui est posthume. Ça, c'est quand elle retrace notamment, mais ça, c'est une interview avec un auteur canadien, enfin, avec un journaliste canadien, mais le journaliste canadien, tout le monde en parle. Et là, effectivement, on lui pose des questions, on lui demande si elle a peur de devenir... Enfin, l'interview, enfin, à regarder, c'est très impressionnant, parce que là, on voit réellement qu'est-ce que c'est que la honte, on la voit, mais quand je dis être défiguré, enfin mourir de honte, c'est plus métaphorique, c'est réellement qu'est-ce que c'est que cette traversée de la honte. Alors ça, il y a plusieurs niveaux dans la honte, là-dedans, dans la façon dont je les ai situés. Il y a la honte ontologique, la honte mélancolique, c'est la honte mélancolique, on pourrait dire, le sentiment honteux d'être là. Enfin, ça, c'est aussi Lacan qui en parle très bien, je le cite. Et il y a finalement, la question, c'est, elle en parle de ça, elle dit, mais finalement, c'est parce qu'il y a cette honte qu'il y a aussi l'écriture, en fait. C'est qu'est-ce qu'elle...
et ça s'articule aussi avec la haine. En fait, il y a deux choses qui sont toujours... il y a la rage, la haine et la honte. En fait, ça transite tout le temps, ça passe de l'un à l'autre. Et qu'en fait, c'est cette honte-là aussi qui la pousse à écrire, en fait. C'est comment échapper à cette honte ontologique. Il y a l'écriture qui advient. Après, c'est ce qu'elle dit à un moment, elle dit savoir que cette honte-là, c'était aussi ce qui lui permet de se lier aux autres. Elle est aussi, comment dire, elle est du côté de quelque chose qui la relie, en fait. Alors que la haine serait plus dans un principe de déliaison, enfin, plutôt dans un principe de rejet. Et c'est comment elle passe, en fait, de l'un à l'autre, de la haine et de la conscientisation de cette haine, comment la dire, et c'est surtout, peut-être ce qui l'a fait sortir d'elle-même aussi, c'est la honte. Enfin, c'est des va-et-vient, mais donc il y a plusieurs niveaux, et comment renaître de la honte, c'est toujours l'écriture qui vient là, en fait. Donc c'est ça que je trouvais intéressant dans le lien. Et la haine, bien sûr, le cri de haine, on peut dire ça, mais finalement, une haine qui s'adresse à l'autre, enfin, dans le texte, putain, est-ce que c'est réellement seulement un cri de haine, en fait? À qui s'adresse cette haine? Est-ce qu'elle s'adresse vraiment? Quel est le statut de cette haine? Qu'est-ce qu'elle en fait quand elle ne se dit pas, quand elle parvient à se dire dans son lien à l'écriture? En fait, c'est comment dire, ces connexions-là que j'essayais de travailler, en fait. Comment ça s'articulait chez elle, en fait. Oui, merci. Merci. Il y a un lien entre la honte et la femme sciée, le terme que vous utilisez, la femme sciée. Ah, la femme sciée, c'est parce que ça, c'était c'est la mère qui s'appelle Mercier, mais ça, c'est moi qui ai fait un jeu de mots en disant la femme sciée coupée en deux. Et je disais que finalement, la femme sciée coupée d'elle-même, c'est aussi, dans signifiant maternel, mais c'est elle aussi, la coupée de ses affects, coupée d'elle-même, coupée en deux, quoi. En fait, il y a une cassure qui finalement ne se répare jamais, quoi. Enfin, la femme sciée, oui, c'était par rapport à ça. C'était parce qu'elle le dit en fait finalement dans l'expérience dans la prostitution, elle le dit à chaque fois comme les choses lui apparaissent, elle voit des bouts d'elle-même, des bouts de clients, comme il y a une espèce de distorsion à la fois qu'elle éprouve dans son propre corps, dans ses organes. Elle me dit, je ne sais plus par quel organe ça me fait mal, ça me touche, de qui parle, il y a cette explosion en fait, sensorielle en fait. Quand elle décrit la prostitution, c'est d'une façon très particulière. C'est justement par petits bouts, par fragments, et on a l'impression qu'elle est complètement dissociée d'elle-même. Et elle le dit parfois, je jacasse dans ma tête, je ne suis pas là. Enfin, c'est comment elle se dissocie pour mentalement, psychiquement. Oui, elle est dans une dissociation. La façon dont elle le raconte. Merci. Voilà. Bien, ça, on ne se lasse pas de ce débat, donc il y a encore des demandes de prise de parole. Il y a Hélène Korganov qui va vous interroger, puis après Fabienne Ankawa, et puis je pense qu'après cela, on ouvrira peut-être encore pour des questions qui pourraient fuser de la salle, mais on va faire attention à ne pas être trop long maintenant, parce qu'il est déjà 11h moins le quart, et on voudrait que puisse encore avoir quelques mots. Voilà. Donc, Hélène. Oui. Alors, je vais répéter ce que d'autres ont dit, mais en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir, enfin de m'avoir fait découvrir Nelly Arcan, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, merci à vous. Je trouve que l'interrogation de Thierry dans son introduction n'a pas été complètement reprise, mais c'est pas le lieu. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser à la question de la mélancolie telle que Nelly Arcan en est presque exemplaire, si je puis dire, et versus l'angoisse qu'on trouvait dans d'autres écritures. Bon, je me un peu parce que vous avez un peu répondu à ce pourquoi j'ai levé la main.
je me suis beaucoup interrogée sur la façon dont ce fameux Patrick Caddy avait tenu sa place. Vous avez été et moi, alors là, j'étais en colère. Je me suis jetée sur Internet, j'ai fouillé tout ce que j'ai pu trouver, et j'ai trouvé des choses qui m'ont juste, qui ont eu du mal à passer. Alors certes, j'ai appris que lui-même écrivait, oui, qu'il était sculpteur. Oui, je le dis. Une sculpture inouïe, oui, ça je le dis. Oui, absolument, vous le dites, j'ai vu les sculptures. Oui, moi aussi, je les ai vues, des femmes en train d'accoucher. Donc, les femmes, la jouissance de faire accoucher, effectivement, c'était bien là quand même. En effet. Mais ça, je le dis, je dis tout de façon. Je le sais, mais mais au fond de moi, je suis très en colère et je me suis dit, bon, je ne peux pas, je vais dire les choses de façon subtile. Mais oui, continuez. Non, mais je vais faire vite puisque nous sommes d'accord. J'ai quand même aussi trouvé au passage que sa compagne, enfin, il a le droit d'avoir une compagne, ça va de soi, qui était elle-même écrivaine, était éditée au Seuil. Oui. Et vous dites d'ailleurs assez joliment une mauvaise rencontre. Oui. D'interrogation. Bon, parce que là, il y a quand même pour moi vraiment un fatras. C'est-à-dire, quelle place il a prise. Oui. Parce qu'elle vient avec une demande, en effet, porteuse d'une demande qui est double, si je puis dire. Il s'occupe de ces mots, M-A-U-X, et de ces mots, M-O-T-S, puisque... Bon. Et lui se saisit des mots M-O-T-S et il en fait son œuvre. Il sculpte quelque chose. Ah oui, il sculpte Nelly Arcan, enfin on peut dire voilà. C'est son grand accoucheur. Alors je le dis, mais où est la jouissance de ce type? Bon, mais je ne vous demande pas d'en répondre. On a des éléments de réponse quand même. Il aime bien les faire accoucher. Il est obsédé quand même par les femmes qui accouchent. Hein. Ça revient dans toutes ces sculptures. Il y a... Ça, c'est bien sûr, ça c'est tout. Je partage tout ça avec vous. Simplement, j'ai pas trop chargé dans mon texte, mais je pense qu'en filigrane, on peut quand même voir que tout ça est un beau fatras que j'interroge, bien sûr, sur lequel... Je disais que j'avais levé la main avant que vous n'abordiez déjà ce sujet. Mais oui. Pour moi, ça me tenait à cœur de vous entendre, disons, renforcer ce qui est en effet... Car en effet, selon moi, c'est vrai que ça m'a troublé parce que je trouve que ça interroge le lecteur, le praticien que nous sommes pour la plupart. Ah, mais moi, ça m'a juste, vraiment, j'ai été choquée quand bien sûr, oui, justement, interrogée sur... Et en plus, c'est Visage, l'éditeur, qui dit il a toujours été son grand ami, quel est le terme qu'il emploie tout juste si c'était pas son coach, enfin quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. En plus, j'ai lu quelque chose de témoignages d'amis de Nelly Arcan après sa mort, qui racontait la fameuse opération d'exfiltration sur Paris. Oui, c'est ça. C'est plus que trouble. Bon, passons. Oui, il intervient dans sa vie pour l'exfiltrer à Paris, mais alors on ne sait pas non plus, est-ce que réellement... voilà, ça interroge. C'est là où le lien avec Marilyn, c'est la position de Grinson avec Marilyn n'a pas été très nette. Donc, la position, c'est pour ça, dans le lien à Marilyn, bien sûr que j'ai aussi inclus ça, et la position de Caddy par rapport à Nelly Arcan, elle est aussi à peu près aussi trouble que celle de Grinson avec Marilyn. Ça aussi, c'est bien sûr. Ça a été un de mes grands sujets de colère. Bon, évidemment, je ne pouvais pas non plus incriminer cet homme, c'était pas la question, hein. C'était juste soulever des points du qu'est-ce que la place de l'analyse là-dedans, quelle place il a occupé, pourquoi on en arrive là. Est-ce que, l'irrémédiable chez Nelly Arcan, je veux bien, mais là j'ai mis bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. Enfin, voilà. Bon, et puis une dernière remarque à propos de ce qui vient d'être dit, très bien dit, sur la rage, la honte, la haine. En fait,
sa haine s'écrit. Mais si j'ai bien compris aussi, puisque je cherchais, elle a gardé d'excellentes relations avec sa mère, Jacinthe. Autrement dit, elle ne s'est jamais dite sa mère, sa haine. Elle ne s'est jamais exprimée en agressivité, enfin, pour autant que on sache. Alors oui, là-dessus, c'est vrai qu'au niveau, je ne me suis pas du tout basée sur. J'ai quelques éléments biographiques, mais il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a une biographie, mais qui a été réfutée par la famille, sur laquelle je ne me suis pas basée parce qu'elle était truffée d'inexactitudes. Donc, je ne me suis pas basée sur. Je sais que jusqu'à la fin, les deux sont restés en lien, hein, presque qu'elles se disaient entre elles. Ça, j'ai appris que. Je le cite, quand elle a menti, quand putain le texte va être édité, ça on ne le savait pas, on l'a su après, elle le lit d'abord à sa mère qui l'écoute. Donc, et sur les plateaux télévision, quand on lui demande est-ce que vos parents ont lu le texte, elle répond non, ils n'ont pas lu. J'espère que non. Mais justement, ma question c'est, en fait, oui, l'âne s'exprime dans l'écriture, mais elle n'a pas assumé une position de rejet ou d'agressivité vis-à-vis de sa mère, qui me semble être des issues nécessaires pour que une fille sorte de cette relation incestueuse avec la mère. Il me semble qu'il faut en passer, en effet, par quelque chose qui est autour de l'agressivité. Certainement. Après ça, je ne peux pas répondre puisque ça, c'est dans la biographie. Mais il y a certainement, vous avez raison, c'est-à-dire que la haine, elle se dit à travers ce livre. Elle est ressentie, elle est vécue, elle est écrite. Elle est écrite. Et encore, cette haine, c'est la question que je pose, mais cette haine néantisante, elle ne parvient pas à subjectiver cette haine, en fait. Est-ce que cette haine-là, c'est encore de la haine ou c'est pas autre chose que de la haine, en fait? Puisque logiquement, c'est presque une haine blanche, en fait. C'est plus une haine incarnée, puisque là-dedans, comment aimer une larve? Larve, c'est le fond. Enfin, larva, je me suis basée aussi sur l'étymologie latine du fantôme, en fait. C'est comment se battre face à une larve qui est un fantôme, en fait. C'est une haine fantomatique. C'est pas une haine concrète, réelle qui permet. Voilà. Donc là-dessus, voilà, l'écriture ne permet même pas, puisque c'est la larve qu'elle accuse. Enfin, nulle part, la mère n'est identifiée comme mère. On ne sait pas la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, comment elle prend sa tasse de café. Enfin, elle n'est jamais finalement accusée en propre. Elle n'est que accusée en tant que larve. Donc ça, c'est un point d'achoppement, bien sûr, si on parle dans la problématique du ravage. Oui, l'écriture, non, ne permet pas ça. On pourrait dire, excusez-moi, peut-être juste un mot, on pourrait dire que c'est une mère interne. La larve, hein, oui. C'est ce qu'elle va construire intérieurement, hein. Mais la haine, si je peux me permettre, je sais pas, il y avait un ordre de oui, vas-y Monique. Mais bon, juste non, entre la honte et c'est vrai que ça m'intéresse ce thème entre la honte et la honte qui est lien du côté du lien. La haine, effectivement, elle implose, enfin elle explose et elle implose dans l'écriture, et et c'est ce qui fait que cette écriture est en roue libre. On a toujours ce sentiment comme ça qu'on est, hein, ce flux-là, absolument continu, hein, qui emporte, qui ravage. Hein. Et pour moi, cette haine, elle est effectivement, elle est peut-être pas adressée dans la vie, hein, de Nelly Arcan, mais dans son texte, il explose. Enfin, et je pense que c'est peut-être quand même le soubassement aussi de la source de la mélancolie, hein, de ne pas pouvoir d'être cette haine qui fait qu'elle va être dans une déliaison totale, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Hein. Oui, elle dit putain qui meurt d'avoir trop détesté sa mère, elle le dit, elle meurt de cette haine. Elle le dit. De cette haine, absolument. Et oui, je pensais aussi à un livre qui serait peut-être intéressant pour parler de ce qui va la conduire au suicide, enfin à la mort. C'est le livre de Rachel Rosenberg qu'on a
qui s'appelle Rosenblum. Mourir Rosenblum. Pardon? Elle s'appelle Rosenblum. Rosenblum, pardon. Rachel. Absolument, Rachel Rosenblum, exactement, qui a écrit ce livre sur mourir d'écrire. Hein. Je pensais beaucoup, voilà, je pensais à ce texte, à ce livre où justement Rachel Rosenblum parle de ces auteurs, autrices qui ont écrit et qui en sont morts après. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qui en sont morts directement, mais qui sont morts. Hein. Voilà, avec cette question, est-ce que l'écriture les a menés aussi finalement à la mort? Françoise de Camp. Je voulais juste dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes une merveilleuse passeuse, je ne sais pas si on le dit au féminin, mais passeuse de livres, et que c'est un travail de passeur de livres que vous avez fait avec Nelly Arcan. Voilà ce que je voulais dire. C'est un beau mot de fin, ça. Oui, je voulais pas. C'est vrai. Voilà. Peut-être que Anouchka voulait dire encore quelque chose. Non, ou peut-être avec Delia, qui était l'autre qui nous... Non, moi j'étais très, très heureuse de partager ce moment avec vous, tout simplement. Et non, il y avait un point que Delia, tu avais, puisque tu n'as pas pris la parole, Delia, enfin, si ce n'est au début, mais il y avait peut-être des questions, justement, où tu parlais du rapport à la clinique. Peut-être toi, tu avais peut-être des questions que tu voulais me poser que tu ne m'as pas posées. Écoute, je ne sais pas, il y a eu tellement de choses. Je voulais peut-être dire que j'ai été touchée, enfin, je suis encore touchée sous l'effet de ce que la lecture de ton livre et cette plongée dans l'histoire de Nelly Arcan nous met vraiment quelque chose qui est très, très fort. Et j'ai apprécié comment chacun a pris la parole ce soir. Il m'a semblé dans un respect et vraiment dans une écoute, j'ai envie de dire, à la fois de ce que tu as écrit et peut-être de ce qui était sans doute Nelly Arcan. Et ça l'a fait revivre, je trouve, de façon élégante, délicate, et je suis contente parce que on ne sait jamais comment se passeront les soirées, comment sera accueilli un livre, comment chacun va prendre la parole. Alors, je n'ai pas pris la parole parce que je trouve que tout le monde avait envie de l'apprendre et je suis très contente que tout le monde l'apprenne. On en avait quand même beaucoup parlé entre nous et tous ensemble et individuellement les uns avec les autres. J'étais très, très, très contente d'entendre Thierry et qui a eu la gentillesse d'accepter en plus d'intervenir ce soir, ce qui ne fait pas d'habitude en tant que présentateur des textes. Donc, il y a eu une dynamique autour de ton livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait très plaisir. Alors, bien sûr, on en a déjà parlé, il y aura peut-être comme ça une suite. Il y a quand même la question de l'écriture sur laquelle on a dit qu'on allait revenir ensemble peut-être surtout que l'écriture de la psychanalyse nous a préoccupés dès le départ de notre travail à Oedipe le Salon et je pensais que nous nous rencontrerions un jour et on parlera de ça et ça sera une interview qui sera sur le site le jour où on pourra le réaliser. Voilà. Bah, écoute, on te remercie tous. Ben merci, c'était très riche, en tout cas très enrichissant de vos lectures. M'ont moi-même éclairé certains points et ça c'était vraiment très intéressant, je trouve. Vous m'avez éclairé vous avez éclairé certaines parties avec vos regards que j'avais peut-être vu sans trop les voir. Non, c'était intéressant. Enfin, je pense que là-dessus, chacun avec vos sensibilités, vos orientations différentes, vous avez pointé des choses très, très justes. Et ça, c'était toujours agréable de voir ce que ça peut susciter. Et puis
surtout le dialogue, l'échange sont très importants pour quelqu'un qui écrit. Enfin, je trouve que ça continue à vivre, que ça dialogue avec d'autres, surtout par les temps qui courent. C'est quand même une grande récompense, c'est quand même un grand moment de partage et c'est très important. Voilà, c'est ça que je voulais souligner en tout cas, et que voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'il y a des choses qui passent, en tout cas entre les gens. On écrit aussi pour ça. Voilà, même si c'est un travail solitaire, c'est aussi pour que ça aille à d'autres. Et quand ça arrive, c'est bien. Voilà. Très bien. Merci, bien, beaucoup. Merci. Et à bientôt. Vraiment merci. Et merci Jean-Jacques aussi d'avoir animé la salle. Merci beaucoup.